Moi, c'est une des raisons pour lesquelles j'ai vraiment accepté de jouer Charlotte. Et puis même encore aujourd'hui, enfin, moi par exemple, je fais pas exprès, mais je me demande souvent qu'est-ce qu'ils deviennent les personnages après les films. Enfin, comment est-ce qu'est-ce qu'ils font, comment est-ce qu'ils ont grandi, puis c'est quoi leurs habitudes, parce que quand on est sur un tournage, enfin, on crée vraiment une relation particulière avec un personnage, il devient un ami, puis il est à côté de nous, puis hop, on se glisse dans sa peau, et puis quand le tournage est terminé, bah, on lui dit au revoir, donc c'est un peu bizarre. Et donc, moi, ce que j'aime avec Charlotte et ce que j'apprends d'elle, même encore aujourd'hui, je pense à elle dans les décisions que je prends dans ma vie, c'est comme je suis persuadée, et je veux le croire, et j'en suis sûre, c'est qu'elle reste toujours fidèle à elle-même, fidèle à qui elle est au fond. Genre, elle a une âme qui est vraiment intacte. Et malgré toutes les expériences les plus violentes qui soient dans sa vie qu'elle a vécues, je sais qu'elle va aller de l'avant et qu'elle va continuer de grandir et continuer de se battre et continuer de chercher constamment et toujours l'amour qu'il y a dans le monde, même si il est très rare. Enfin, c'est quand même ce que peint le film. Moi, c'est vraiment genre comment est-ce que deux âmes, Guillaume et Charlotte, deux âmes qui sont si pures, comment est-ce que deux âmes si pures peuvent évoluer dans un monde de tricheurs, toujours. Et moi, c'est vraiment ce que j'apprends de Charlotte. C'est comme, elle a cette force en elle de vie, cette force en elle de donner tellement d'amour. Et même aujourd'hui, ben voilà, dans ma vie de tous les jours, je me dis, mais merde, Noé, genre, Charlotte, elle n'aurait pas fait ça. Enfin, un effort. Non, mais bon, voilà, Euh, je pense que ça m'a permis d'explorer quelque chose en fait que j'avais pas du tout exploré à l'adolescence, qui était vraiment comme un premier grand amour, puis un sentiment qui était très très fort pour Guillaume. Euh, Quelque chose qui était, en fait, comment je l'ai vu, ça se peut que ça se traduise pas comme ça pour certaines personnes, mais comment je le voyais, c'était quelque chose de presque spirituel, c'est quelque chose de, ça donnait vraiment un sens à tout. Puis c'est un désir vraiment un désir de grandeur. Donc ce que ça m'a permis de faire, c'est pas tant de retourner vers l'adolescence, qui est un peu, ça peut être retourner vers l'adolescence, il y a quelque chose de retourner en arrière. J'avais vraiment l'impression d'aller en avant, d'aller à la recherche de quelque chose de plus grand que moi. Euh, donc voilà. Oui, j'ai beaucoup aimé ce film, hein. Très particulier et très, très beau. Bravo aux acteurs, bravo à Philippe Sage. Alors, en fait, moi je pensais que la deuxième partie du film, c'était Charlotte ou Guillaume enfant. Oui, j'ai pensé aussi. Surtout avec ses cheveux noirs, la natte qui faisait comme ça en fil rouge. Et il y a là vraiment un grand romantisme, quelque chose de très pur et de très universel. Nous avons tous été ces enfants. C'est après que les choses s'individualisent, deviennent adolescents, ça devient difficile. Et on sent qu'il y a une nostalgie de cette pureté, de ce romantisme avec ces déambulations comme ça, en vélo. On sent bien que Guillaume et Charlotte recherchent quelque chose. Et en tout cas, à retrouver cette pureté originale. Et il y a comme un deuil aussi de cette belle enfance. Et c'est un espoir de retrouver ça. J'avais une question. Vous parliez de la précision des acteurs et des répétitions des scènes. Je voulais savoir quand est-ce que vous décidez d'avoir la bonne scène, quels sont les critères, parce que j'imagine quand même que vous avez dû laisser beaucoup de bonnes scènes, et qu'est-ce qui fait que vous dites stop, c'est celle-ci la bonne? En fait, il y a deux choses qui peuvent se produire, c'est que
parce qu'évidemment, on a parlé du fait que parfois on fait beaucoup de prises. Et, Trentaine, peut-être. ouais, je pense que c'est déjà allé à 40, 45. Mais parfois, c'est aussi parce qu'il faut se dire aussi que, puisqu'on fait beaucoup de plans séquences, il y a toute une espèce de chorégraphie un peu compliquée, technique aussi, où parfois, on refait une scène parce qu'on n'est pas sur le focus. Là, parfois, c'est bête comme ça. Mais ce que j'ai remarqué souvent, en tout cas, c'est que dans les scènes très, très émotivement très chargées, où il y a une très grande tension, ou même une violence, et là, on le sent tout de suite sur un plateau de tournage quand il y a le moment d'aborder ce genre de scène. Et là, tout d'un coup, il y a quelque chose qui, souvent, la première prise est la meilleure, quoi. Et donc, il y a eu des scènes aussi qu'on n'a pas eu besoin non plus, évidemment, de refaire des dizaines de fois. Là, ça a été de la torture. Mais, et puis parfois je travaille aussi avec quelqu'un qui est un peu comme une assistante à la mise en scène, qui est un peu mon bras droit, qui n'est pas du tout, qui s'appelle Marie-Ève Barbeau, qui n'est pas du tout elle-même, qui ne fait pas du tout de cinéma. Là, c'est une psychoéducatrice qui travaille avec des handicapés. Mais à chaque fois que je fais un film, elle vient, elle revient, elle prend congé, tout ça, puis elle m'assiste, et puis c'est beaucoup avec elle qu'on juge après chacune des prises. On se regarde et on devient hyper exigeant, elle et moi, en fait. Parfois, je peux dire, non, mais ça va, je pense que c'était bien, là, à ce moment-ci, il n'y a pas de faux pas, il y a rien qui sonne faux. C'est toujours cette espèce de note fausse qu'on veut éviter, quoi, que je cherche à éviter. Et parfois, c'est elle qui va me dire non, quand elle dit telle chose, ça semblait un peu. Et parfois, c'est le contraire aussi qui peut arriver. Donc, il y a cette espèce d'hyper-exigence par rapport à avoir l'oreille tendue, puis c'est beaucoup dans la voix, hein, et évidemment dans les gestes, mais la voix en révèle tellement, même sur nous-mêmes. Hein. Et c'est de sentir justement le moment où il y a un petit décrochage, où il y a un petit mot tout d'un coup là, j'ai l'impression d'être dans un autre film, dans un autre type de film, ou dans un feuilleton télé. Et j'essaie vraiment de... Je suis très sensible à ça, donc c'est de cette façon que j'essaie d'être hyper attentif. Et ouais, c'est un travail... voilà, ça ressemble à ça en fait. Ouais. J'aurais une question pour vous, Philippe Lesage. Pourquoi vous avez décidé de choisir le viol pour briser définitivement l'équilibre fragile qu'il y avait dans la vie de ces deux personnages? Le viol? Oui. Ouais. Quand j'ai abordé l'histoire de Charlotte, j'étais dans une période de ma vie où ça fait peut-être, j'ai écrit le scénario il y a peut-être 4 ans, et je me suis rendu compte que j'étais un peu bête, quoi. Je me suis rendu compte que sans trop le savoir, sans trop m'en rendre compte, il y avait une femme sur 2 dans mon entourage immédiat, des gens très 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 proches de moi, qui avaient vécu ce genre de truc. Dans la banalité, dans le silence aussi, ou dans la... Et j'ai comme pris conscience que cette violence-là existe et que nous, en tant que garçons, on ne la voit pas souvent, en fait. Et on n'en prend pas conscience, du coup. Et je me dis, je pense que ce serait important peut-être que... j'avais des discussions aussi avec ses amis, et puis je me suis dit, je pense que c'est peut-être important de l'aborder de front, quoi, de montrer de la façon aussi horriblement banale que ça peut se déployer dans la vraie vie, quoi. Et après, même en faisant le film et tout, à la fin même en redécouvrant le film en montage, parfois il y a des choses qui nous apparaissent plus évidentes. Mais je trouvais que Charlotte était... j'ai beaucoup d'admiration pour elle parce qu'effectivement, comme Noé le disait, je la trouve très intègre par rapport par elle-même. Je veux dire, envers elle-même, elle est d'une très grande intégrité, mais c'est comme si on lui rendait pas l'appareil du tout. Elle est comme constamment un peu écrasée. Ou son premier copain, par exemple, s'il ne s'intéresse pas à ses intérêts, il se désintéresse d'elle.
Donc on lui laisse pas vraiment cette place. Et après, il y a ce garçon qui lui laisse encore moins de place parce qu'il est toujours en train de la décevoir. À chaque fois qu'elle pourrait être un peu heureuse, non, il y a une déception. Il y a une mésécrité qu'on lui renvoie au visage. Et pour moi, il y a peut-être un discours un peu, je dirais, à la fois critique et autocritique, peut-être de certains patterns qu'on peut retrouver dans beaucoup de relations. Mais cette espèce de médiocrité m'est apparue plus évidente dans les personnages des garçons autour d'elle une fois que j'ai terminé mon film que pendant l'écriture. Donc c'était un peu arrivé un peu par malgré moi. Et je trouvais ça logique que finalement, puisqu'on essaie de lui enlever son espace, que ça puisse se terminer de cette façon-là en fait. Mais j'ai énormément confiance en sa capacité de rebondir et de rester intact malgré tout, en fait. C'est ça qui... j'ai pas l'impression que tout va se terminer pour elle, mais que c'est le début de quelque chose d'autre et j'ai confiance en son avenir. Oui, bonsoir et bravo. Je trouvais que c'était vraiment un film de troubadour, avec dès le début la chanson, une chanson populaire, je crois. Et puis tout le long du film, ces chansons qui scandent le film. Donc troubadour au sens premier, les troubadours du Moyen-Âge, qui chantaient l'amour courtois et qui étaient compositeurs, auteurs, compositeurs, interprètes, comme Georges Brassens. Alors on voit peu de films en fait avec ce français du Québec, on écoute peu ce français à la télévision. Je me souviens, dans un avion, j'avais vu un film aussi, Monsieur Lazare, avec Fellag, qui était un film québécois que j'avais adoré, mais qui était très mal distribué en fait dans l'Hexagone. Une question, c'est sur le premier plan séquence, avec cette scène avec Guillaume et les gens qui tapent dans les mains, les lycéens. Alors j'ai un copain qui est devenu chanteur d'ailleurs après, en terminale, il avait comme ça en fait mis toute la classe en liesse, mais en chantant du rock. Est-ce que c'est un souvenir? Est-ce que c'est une scène vraisemblable au Québec? Il y a aujourd'hui à Marseille en fait, des groupes aussi qui chantent des chansons avec seulement les mains qui battent le rythme. C'est assez nouveau, mais je me demande si c'est un souvenir ou si c'est en fait comme une métaphore, si ça peut exister socialement. Un souvenir, non, je veux dire que quand moi-même j'étais adolescent, j'ai appris ce genre de chansons dans les camps de vacances en fait. Donc, mais pour moi, il y avait cette idée de... C'est un peu dans le rapport avec la musique et au film aussi. C'est un élément où, par exemple, dans le film, il y a une musique très présente, mais qui souvent... et pourquoi c'est très présent? Parce que je fais un film sur l'adolescence. L'adolescence, c'est le moment où on commence à construire la bande sonore de sa propre vie, quoi. C'est là qu'on commence à découvrir la musique et on y associe ses souvenirs, ses chagrins amoureux. Et on découvre le plaisir de mettre du sel sur sa petite plaie, là, sa petite blessure de chagrin d'amour, et en écoutant des lamentations musicales. Donc, ça devait être un film musical, d'abord. Et je trouvais ça un peu, peut-être tristounet, que ce soit justement un répertoire très anglophone, très... Et je trouvais ça super intéressant de ramener quelque chose, justement, un élément plus folklorique qui situe bien le film géographiquement, historiquement, dans un Québec. C'est des chansons que les gens chantaient, je sais pas, à la Toussaint, autour de la table, sans doute que mes ancêtres ont chanté. Et en même temps, je trouvais qu'il y avait une espèce d'ironie, peut-être un peu... une ironie, je ne sais pas si c'est une ironie malsaine, mais il y a quelque chose aussi dans les paroles de cette chanson aussi qui c'est à la fois, ça en dit beaucoup sur une certaine espèce d'époque, parce que c'est l'histoire d'un mec finalement qui pour boire vend tout, puis à la fin il vend sa femme. Bon, il y a quelque chose que je trouvais aussi un peu troublant, quoi, dans cette... Et là j'ai fait chanter ça à 400 campeurs dans un camp de vacances, puis je me trouvais un peu terrible, parce que dans les camps de vacances on chantait plus le loup, le renard et la belette, mais en fait j'ai jamais entendu cette chanson dans les camps de vacances. Mais oui, il y avait quand même cette idée aussi de
de placer le film quand même ouais, on sait d'où on vient, qu'on vient ouais. Puis dans le prochain d'ailleurs, je veux mettre on parlait de Pauline Julien tout à l'heure, j'ai envie de remettre des vieux trucs de Charles Bois, Louise Forestier, des années 70, qui était vraiment une période de la chanson extrêmement florissante dans l'histoire du Québec, incroyable. Et parfois je fais écouter ça à des amis français, puis ils sont là, ah waouh, c'est vraiment qu'ils connaissaient pas du tout, là, des jeunes. Et alors oui, je trouve ça bien quand même d'avoir cette couleur, de la ramener. Ouais. On parlait de musique, je crois qu'il y a aussi... moi, je trouve le film très chorégraphique, je ne sais pas si je me trompe, mais dans ton découpage, dans tes plans, etc., je trouve que c'est très fluide et tu n'utilises pas de chant contre chant, par exemple. Et donc, du coup, je trouve ça très chorégraphique, très dans le mouvement des acteurs, etc. Donc, je ne sais pas comment tu as construit ça. C'était voulu. Ben, en fait, moi, je viens du documentaire, alors c'est comme si je fais beaucoup confiance parfois au réel. Parce qu'en fait, j'essaie de laisser, par exemple, beaucoup d'espace aux acteurs, parfois, là, lorsque ça le permet, dans des scènes justement de bar, de danse, de fêtes dans le sous-sol d'une maison de banlieue. Tout ça est comme finalement un peu moins chorégraphié qu'on pourrait le penser. On filme, on essaie de s'effacer par moments, et puis j'ai confiance que quelque chose, il y a une espèce peut-être de chorégraphie naturelle de la vie qui moi me touche beaucoup, puis c'est ce que je cherchais dans le documentaire. Puis dans le documentaire, ben, parfois il fallait passer des jours avant que quelque chose de magique justement se produise de cette façon. Mais j'ai toujours cru aussi que poser une caméra sur le coin d'une rue passante, c'est fascinant, quoi. Et bien, pourquoi? Parce que parfois on a, je crois, besoin d'un cadre pour voir la beauté, pour voir la magie du réel ou quelque chose comme ça. Qui se déploie naturellement. Alors j'essaie de recréer un peu ce genre de truc. Et alors il y a des choses qui sont très peu finalement chorégraphiées, comme justement le camp de vacances. On a filmé avec des vrais campeurs, donc il y avait un mélange de nos comédiens avec des figurants dans un vrai camp de vacances. Alors on aurait pu avoir perdu complètement le contrôle, et puis et ça aurait pu ne pas marcher du tout, mais finalement j'ai comme cette espèce de confiance qu'il va y avoir à un moment quelque chose qui va s'installer. Il suffit de poser la caméra au bon endroit, et parfois on attend. Une dernière question peut-être? Voilà. Une question, je ne sais pas, elle ne me vient pas vraiment à l'esprit, mais par contre, je voulais rebondir sur cette idée du documentaire et du réel. Vous avez collé à une réalité, mais absolument extraordinaire. Hein. J'ai revécu les affres de l'amour, des débuts amoureux de mon neveu à l'âge de 15 ans. La petite touche, parce que je n'étais pas encore devenue la mère parfaite, que je suis devenue depuis. Et là, j'ai beaucoup de confidences tous les jours maintenant. Mais à l'époque, c'était par petites touches, et du coup, il y avait des grands espaces, et je me disais, mon Dieu, qu'est-ce qu'il souffre. Donc, c'était incroyablement bien rendu. J'espère aussi que je vais pouvoir le lui conseiller sans qu'il repasse par les mêmes douleurs, et qu'au contraire, justement, ça lui permette de comprendre que l'amour, oui, il fait souffrir, mais que ça reste quelque chose à tenter. Parce qu'en fait, les jeunes d'aujourd'hui, quand ils vivent ces choses-là, sont un peu dégoûtés, déroutés. Donc c'est un film qui vraiment peut leur permettre de prendre du recul et de garder le positif de la chose. Pour ça, je trouve ça, je vous remercie énormément. Merci. Je pense que les jeunes d'aujourd'hui vivent l'amour de la même façon que ce que j'ai vécu moi-même et de ce que mes parents ont vécu dans les années 60. Je pense que c'est un peu l'idée aussi c'est un peu ce qui se cache derrière l'intemporalité un peu du film. On ne sait pas trop quand ça se passe, mais je crois vraiment à ça. Je crois vraiment que l'amour est vécu de la même façon, les grandes émotions sont vécues de la même façon. C'est le même désarroi, c'est la même quête, c'est les mêmes espoirs. Encore une petite dernière. Oui, bonsoir. J'ai pas de commentaire, je voulais juste vous féliciter. Très touchée, très émue. J'avais une petite dernière question. Ah, pardon. Parce que j'avais ma curiosité qui était piquée par rapport à la sculpture de la sirène qu'on voit en début de film et puis sur l'affiche. Je sais pas si j'ai peut-être raté un morceau, mais j'ai pas compris en fait la symbolique ou la méthode. Voilà, merci. Bravo encore. Il faut pas chercher trop loin. J'ai vécu plusieurs années au Danemark.
Alors, il y a plein de références à Copenhague et au Danemark dans le film. Du nom des bars au nom des bouteilles d'alcool. Alors, voilà. Alors, en tout cas, c'est peu de dire, mais bon, retenez ces deux noms parce que je pense qu'on va les revoir. Ça, c'est certain. Noé Habitat, Théodore Pellerin. Et Philippe Le Sage aussi, qu'on verra. Puisque c'est un film adulte, je crois que c'est la prochaine fois. C'est pas sur les ados ni sur les enfants. Non, c'est sur les adultes, Ouais. leur dynamique de pouvoir, ils se bouffent entre eux, mais vu d'un regard d'un adolescent encore. Le film sur le 10 avril, il sortira pas ici, mais au Renoir. Donc si vous voulez le conseiller à vos amis, n'hésitez pas. Et on se retrouve le 19 avril pour un film brésilien. Vous avez vu la bande-annonce, Art Paint. Très étonnant.